Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque je voulais faire un petit point sur la situation actuelle entre Warner Bros et Snyder et les fans du Snyder Cut. Je voulais faire en fait une petite chronologie qui démarre depuis la sortie de Man of Steel où j'ai profité de cette vidéo en fait pour faire un petit résumé personnel de ce qui s'est passé et comment on est arrivé à cette situation-là, avec des points qui me paraissent importants et parfois qui sont un peu ignorés par le, enfin ignorés, un peu ignorés oui par le grand public, pas de façon volontaire mais de façon passée sous silence parce on a oublié ces événements parce qu'il s'est passé tellement de choses. Donc je voulais commencer évidemment par le prologue de cette promesse en fait, de ce ménage à trois prometteurs entre Warner Bros, DC et Zack Snyder, qui donc commence avec la sortie de Man of Steel et la réception plutôt tiédasse du public envers ce film, qui est jugé un peu trop spectaculaire, un peu trop de CGI. Ça c'est à mon avis le style Zack Snyder qui aura toujours ses détracteurs. Euh, et le film est également passé sous comment je pourrais dire ça, passé sous les balles de beaucoup de gens qui trouvaient que le film avait trop de destruction, trop de morts à Metropolis suite à l'affrontement. Euh, Ce qui est un peu dommage quand on sait que cette destruction était prévue, euh, était dans les plans pour la suite, hein, pour Batman v Superman, mais bon, ça c'est un autre point. Ce qui est, Ce qui est marrant, c'est qu'à la suite de cette réception, Warner Bros. A quand même fait une promesse, et c'est même la promesse d'un univers étendu d'essai qui est annoncé aux alentours de 2013. Je sais que la suite de Man of Steel est annoncée donc, lors du Comic Con 2013 avec la fameuse vidéo où un acteur lit les lignes de The Dark Knight où Batman dit à Superman rappelle-toi que c'est un homme qui t'a battu. J'abrégie la citation. J'abrège, pardon, la citation pour, euh, pour aller au plus important. Donc, le film Man of Steel 2 à ce moment-là est annoncé lors de cette Comic Con avec une réception absolument incroyable. Ça y est, la hype est lancée, l'univers cinématographique d'essai naît au moins dans les cartons, et au moins dans les cartons. Alors, le souci, c'est que dès la sortie du film, enfin, dès l'annonce de ce film, on a tout de suite une confusion. Encore une fois, c'est la faute de Warner Bros, à mon sens, qui ne s'est absolument pas communiqué sur leur univers et qui donc ne précise pas si c'est Man of Steel 2 ou Batman v Superman. À l'époque, ils ne savaient peut-être pas comment le film allait s'appeler. Enfin, j'ai des doutes. Je pense que le plan de Zack Snyder était déjà écrit depuis longtemps. C'est juste qu'ils avaient probablement peur de faire un Batman v Superman tout de suite. Enfin, d'appeler le film Batman versus Superman. Pourtant, c'est comme ça que le film va être appelé, donc Batman v Superman Dawn of Justice. Donc l'annonce est super bien accueillie par le public, même si bon, il y a toujours des doutes sur la capacité de Zack Snyder à mener un tel film. Il ne faut pas oublier également que lors de l'annonce de cet univers, je crois que on a l'année qui suit, ou dans les mois qui suivent, lors d'une conférence avec les investisseurs de Warner Bros, les patrons de Warner Bros, je crois qu'à l'époque c'était Kevin Tsujihara, donc le CEO de Warner, qui annonce que bah, en plus de Batman v Superman, il lançait Suicide Squad, le film Flash, Wonder Woman et Justice League 1 et 2 réalisés par Zack Snyder. Donc voilà, l'univers naît au moins dans les cartons, le public est hypé, tout va pour le mieux. Alors à ce moment-là, hormis la réception évidemment de Man of Steel, mais on sent déjà arriver quelques remous qui apparaissent même très rapidement avec le casting de Ben Affleck, Gal Gadot, Will Smith, Jared Leto, j'en oublie d'autres, hein, Ezra Miller je crois, également qui est annoncé à peu près la même période. Et donc le public commence à vraiment douter à ce moment-là. Et pour être tout à fait honnête, je doutais aussi de ce casting-là. Pas forcément de Ben Affleck, je pensais que Ben Affleck Enfin, j'avais vraiment confiance en Ben Affleck, surtout après avoir vu les films qu'il avait réalisés. Je trouve que c'était... J'ai vraiment compris que c'était un très bon acteur et qu'il fallait pas rester sur la performance de Daredevil. Mais j'étais plus sceptique sur l'aspect de Gal Gadot. Enfin, oui, sur Gal Gadot et Will Smith également. Je trouve qu'en Deadshot, c'était pas forcément le meilleur des choix, mais bon, c'était du star power pour le coup. Et c'était ça qui manquait, à mon avis, à l'univers d'essai à ce moment-là, c'est que, à part Ben Affleck, ça manquait vraiment de gros noms. Et donc Will Smith était probablement là pour enfler cet aspect-là. Mais bon,
les premiers remous arrivent, et à mon avis, l'un des plus gros à ce moment-là, c'est la perte quasiment tout de suite, je crois, du réalisateur du film Flash, qui devait sortir, il me semble, en 2018, si je ne me trompe pas, la première date, c'était ça. Et je crois même pas, après 3-4 mois, différence créative entre Warner Bros. Et le réalisateur dont j'ai oublié le nom, qui donc quitte le projet. Le film Flash se retrouve sans réalisateur, et cette danse de, de un pas en avant, trois pas en arrière pour le film Flash va se poursuivre durant de nombreuses années jusqu'à ce que finalement il trouve le réalisateur en 2019. Hein. Donc ça a duré bien 5 ans cette danse-là. Mais bon, Warner Bros. Se promet de faire différemment de Marvel, et donc promet de mettre en avant les réalisateurs, les auteurs. Je rappelle ces fameuses phrases, hein. Nous, notre film, notre univers cinématographique se différenciera de Marvel parce qu'on mettra en avant les réalisateurs. Ce qui va être drôle quand on va arriver un peu plus tard, et je pense que vous savez très bien ce dont je veux parler. On arrive ensuite à l'heure des préliminaires, l'heure des premières exhibitions, si je peux me permettre, avec donc, les premiers teasers de Suicide Squad et Batman v Superman qui font, je pense, l'unanimité. Pour le coup, c'était incroyable. Je me rappelle ces moments-là où je m'étais dit, ça y est, ça va arriver, Batman v Superman, avec juste le premier teaser de... encore une fois, c'était à la Comic-Con, hein, il me semble 2014 ou 2015, où ils étaient encore en plein tournage de Batman v Superman. Et Zack Snyder qui arrive notamment en conduisant la Batmobile, qui fait une conférence, fait une intervention lors de la Comic Con, et qui dit bon, ça serait abusé que je vous apporte quelque chose parce qu'après tout on est en train de tourner. Et il y a le public qui commence à, à, à s'exciter un peu. Il fait bon, ok, en fait j'ai quelque chose à vous montrer. Et donc on a le premier teaser où c'est Batman sur le toit qui utilise le bat projecteur, et Superman qui apparaît dans les airs avec les yeux rouges. Un premier teaser super dark qui mettait vraiment l'ambiance le conflit vraiment entre ces deux héros qui étaient super bien représentés. Et donc à côté de ça, je crois que c'est même lors de cette même Comic Con, ou alors quelques mois plus tard, on a le trailer où c'est plus le teaser de Suicide Squad, version encore une fois super dark, avec notamment la fameuse réplique de Jared Leto du Joker, oh je vais pas te tuer, I'm not gonna kill you, I'm gonna hurt you really really bad, où c'est au final un plan qu'on aura, je crois, jamais dans la version cinéma, où il est au-dessus d'Harley Quinn avec ses deux électrodes. Je crois qu'on l'a dans la version on a cette scène là dans la version cinéma, mais elle est tellement montée de façon flashy, jump cut, etc., que c'est même un peu psychédélique, que ça fait pas peur du tout. Ça c'est juste une scène comme une autre, quoi. Ça devient juste une scène comme une autre. Faut pas oublier qu'également, en plus de ces teasers-là, en termes d'exhibition, on a les premières images de Batman et de Wonder Woman en costume. Alors là, là vraiment, c'était la hype à son maximal. Et puis, on a les premières infidélités dans ce ménage à trois, si je puis dire, les premières infidélités non prouvées. Et c'est pour moi l'un des éléments les plus importants de cette chronologie, et c'est quelque chose, je trouve, dont les gens ne parlent pas assez. C'est le trailer numéro 2 de Batman v Superman. Je fais une petite remise dans le contexte. Ce trailer numéro 2 est celui qui montre pour la première fois Doomsday. Dans le trailer, dans ce trailer, il est montré de façon directe, hein. On a même avant ça, et c'est là où c'est pour moi le plus gros crime, c'est que avant que l'arrivée de Doomsday, avant qu'on le voit vraiment physiquement, on voit le corps de Zod qui est amené devant Lex Luthor, qui est en tenue de scientifique fou. Et donc, pourquoi ce trailer est important selon moi, c'est que au moment où ce trailer sort, en fait, les premières rumeurs, les premières craintes autour du film commençaient à se cristalliser autour de l'apparition de Doomsday. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup les fans de DC à ce moment-là, mais il y en a un que je suivais beaucoup, fan de DC en tout cas, un fan de Superman qui est donc Angry Joe, et qui est donc un des personnages les plus vocaux. Je dis pas qu'il a toujours raison, mais je prends juste son exemple. Donc un des personnages les plus vocaux sur internet pour ce qui est de défendre Superman. Déjà, il était contre l'idée de mettre Batman dans la suite de Man of Steel parce qu'il voulait absolument que Superman brille en solo. Donc déjà, il était réfractaire à l'arrivée de Batman, et il dit, avant ce trailer numéro 2, j'ai entendu des bruits d'un
à l'intérieur de Warner comme quoi ils allaient faire Doomsday dans ce film, et donc ils disaient non, j'espère qu'ils le feront pas, ça sera forcément une mauvaise idée, Doomsday ne doit pas apparaître aussitôt, etc. Et donc autour de cette intervention, qui n'en est au final une parmi tant d'autres, à mon avis il y en avait beaucoup qui craignaient ça, qui craignaient Doomsday, arrive donc ce trailer arrive au milieu de ces doutes-là et vient cimenter véritablement les craintes autour du film. Ça vient les cristalliser. Et là, beaucoup de gens se sont dit, bah ouais, bah en fait, Lex Luthor va ramener Zod à la vie, sauf que ça va devenir Doomsday. Et du coup, le film est spoilé. Alors, pourquoi j'appelle ça une infidélité? Parce que je pense déjà, c'est une intime conviction, mais ça ne sera jamais prouvé, mais que les bruits de rumeurs, enfin les rumeurs sorties de chez Warner Bros. Étaient faites exprès, parce que je pense que chez Warner, on avait vu les premiers shoots, on avait vu que le film allait être super dark, on avait vu que le film allait être adulte, et pas forcément tourné vers le public qu'on visait, qu'on souhaitait toucher en tout cas. Et donc, je pense que ces rumeurs étaient une façon de tuer déjà le film dans l'œuf, de faire, on va dire clairement, un coup de poignard dans le dos du film, en disant bah, c'est pas ce qu'on veut, il faut que ce film ne marche pas, parce que c'est pas comme ça qu'on veut que la suite de notre univers se poursuive. Mais bon, après tout, j'ai rien pour prouver ça, et puis ça serait vraiment étonnant qu'un studio qui dit vouloir des films d'auteur et des films vus par des réalisateurs soit en panique dès qu'un réalisateur veut mener son projet à bien, après tout. Et le souci en fait avec ce trailer, c'est que vraiment, les réactions après ce trailer sont vraiment tombées en flèche en fait. C'est vraiment, le trailer est arrivé, alors il y a eu l'excitation limite vraiment comme une espèce de climax. Au moment où Doomsday est apparu, c'était oh, le cri d'excitation, sauf que tout de suite c'est retombé parce que on s'est dit bah ouais, mais attendez, on vient de nous montrer le méchant du film, on nous a montré comment il apparaît, et donc s'il y a Doomsday dans un film Superman, forcément Superman meurt. Et en un trailer, ils ont cassé à mon avis toute la hype du film. Et encore une fois, en jouant à mon avis avec les rumeurs autour de Doomsday, ils savaient très bien que les gens avaient peur que Doomsday allait apparaître. C'était si moi je le voyais dans les réseaux sur YouTube, dans les commentaires, etc., dans les vidéos des youtubeurs, Warner était forcément au courant que la crainte était là, et donc ils ont joué là-dessus. Alors, pour une raison inconnue, peut-être parce qu'ils se sont dit de toute façon on ne pourra pas contenir le fait que Doomsday n'est pas là, est présent dans le film, donc autant le sortir tout de suite, mais personnellement je pense que c'était vraiment voulu de la part de Warner Bros. Pour tuer vraiment le film, et faire en sorte que le film se plante magistralement, et dégager Zack Snyder le plus vite possible, et ne faire de Batman v Superman au final qu'un film, qu'une espèce de poussin tué dans l'œuf, si je puis dire, ou d'embryon tué dans l'œuf, pour ne pas que la version de Snyder soit mise en avant par la suite pour le DC Extended Universe. On ajoute à cela les reshoots de Suicide Squad qui étaient probablement prévus dès l'annonce de ce trailer-là, parce que je pense que Suicide Squad, qui était tourné en même temps que Batman v Superman, également ne devait pas plaire chez Warner. La séparation donc entre Warner Bros et Zack Snyder se rapproche à grands pas après ce trailer-là, qui encore une fois, si vous voyez, je crois le ratio j'aime pas, il me semble que de ce trailer-là c'est 50% j'aime, 50% j'aime pas, pour vous dire que vraiment le public a fait un flip-flop complet après l'annonce, après la vision le visionnage de ce trailer, l'arrivée de ce trailer, et beaucoup de gens à mon avis sont partis depuis l'arrivée de ce trailer en mode ce film va être pourri parce que il y a Doomsday, parce que Doomsday va être la réplique de Zod, parce qu'on nous a gâché le méchant du film, etc. Beaucoup de gens ont pensé, et beaucoup de gens au final qui ont critiqué Batman v Superman à sa sortie, à mon avis, partaient de ce principe-là. C'est-à-dire que depuis ce trailer-là, ils étaient arrivés bien en tête, ce film va être une merde. Et donc, avec une sorte de mauvaise foi, à mon avis, dirigée à cause de ce trailer, n'ont pas vu plus loin, et n'ont pas voulu voir le film pour, à mon avis, ce qui était, c'est-à-dire un film beaucoup plus intelligent que tous les films de super-héros, et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus ambitieux que tous les films de super-héros qu'on avait eu jusque-là. Donc, Batman v Superman arrive, mauvaise réception critique et financière, le film ne dépasse pas le milliard, je crois qu'il finit à 850 millions de recettes si je ne me trompe pas, pas aidé par une version cinéma qui ne l'aide pas, hein, avec un montage qui coupe des passages très importants pour expliquer l'histoire, et aujourd'hui encore, si vous voyez
beaucoup de gens qui parlent de Batman v Superman, beaucoup de gens ont, encore une fois, beaucoup de youtubeurs, parce que c'est les critiques les plus directes que je peux voir et que je peux écouter, vous parle de Batman v Superman en disant oui, ce film m'a pas plu, mais la version Ultimate Edition a quand même changé pas mal de choses. Et beaucoup de gens donc, ont profité de cette Ultimate Edition pour revoir un peu le film et à mon avis le réévaluer. Donc, Batman v Superman sort, le succès n'est pas au rendez-vous, le succès critique n'est pas au rendez-vous, et tout de suite, les reshoots de Suicide Squad sont annoncés. Alors, on nous dit non, mais enfin David Ayer, donc le réalisateur de Suicide Squad, dit non, c'est pas des films pour que le film soit plus drôle, ce qui était beaucoup reproché à Batman v Superman, que la critique principale une des critiques principales sur le film, c'était que c'était pas fun. Vraiment, c'était que c'était pas fun et pas assez de blagues. Comme quoi, enfin, pour une majorité de gens, au final, un film de super-héros doit avoir des blagues, sinon c'est pas un film de super-héros. Et donc oui, David Ayer dit non, les reshoots c'est pas pour faire des blagues, c'est juste que le studio a tellement aimé ce que j'ai fait qu'ils ont recommandé plus d'action. Ouais, spoiler alerte, c'était bien pour faire plus de blagues. D'ailleurs, David Ayer, je peux lui reprocher un peu à ce moment-là de ne pas avoir porté ses couilles. Vraiment, il les aurait portées, ça serait peut-être très mal fini pour lui et peut-être qu'il aurait eu toutes les portes fermées à Hollywood, mais aujourd'hui, sa version est tellement bidée que justement toutes les portes à Hollywood lui sont fermées, quoi. Et à part un film sur Netflix, il a rien fait de plus, quoi. Et encore un film sur Netflix qui était pas ouf, d'ailleurs. Warner Bros défend en plus très très peu le film Batman v Superman et annonce tout de suite, d'ailleurs sa seule réponse, et c'est là que c'est vraiment symptomatique, annonce un recadrage de son équipe, encore une fois, comme quoi ils n'étaient pas, à mon avis, pas prêts à lancer le DC Extended Universe, en tout cas pas selon... ils n'étaient pas prêts à le lancer façon Zack Snyder, et à mon avis, ils avaient vraiment d'autres idées en tête, et ils ont juste fait un mauvais choix de casting, quoi, pour Snyder, ou alors à mon avis, ils sont un peu pissés dans leur froc en voyant que le film était adulte et plus axé cérébral, on va dire, que Marvel. Donc, leur annonce, c'est on recadre tout l'aspect film, tout l'aspect production de films chez DC, et on met en place deux chefs, donc John Berg, si je ne me trompe pas, et Geoff Johns, deux personnages qui en fait, eux, ne croient pas du tout à la version dark de Zack Snyder, ne croient pas du tout à la version réaliste de Zack Snyder, ne croient pas du tout à l'univers de Zack Snyder, et préféreraient une version moins prise de risque pour DC, plus marvelienne, si je puis dire. Faut pas oublier qu'en plus d'avoir cet aspect très conservateur, très conservateur, un peu peureux, si je puis dire, John Berg et Geoff Johns sont également très inexpérimentés pour mettre en place un univers cinématographique, et ça va se ressentir, et ils feront au final qu'un an à leur place, un an où leur principal fait de guerre, ce sera d'essayer de recoller les morceaux. Donc Warner Bros. Et donc Geoff Johns, je crois que c'était lui ou John Berg, je sais plus. C'est un des deux, je crois que c'est même les deux, qui avaient fait une interview conjointe en disant que Justice League serait plus fun. Ils ont vraiment été. C'est là qu'on se dit, ils ont vraiment fait une interview pour dire oui, dans Justice League, il y aura plus de blagues. Comme si ça allait marcher. Et le publicity stunt, si je puis dire, le PR bullshit, comme vous le souhaitez, se met en place avec l'invitation sur le plateau de tournage de youtubeurs et d'influenceurs sur le plateau de tournage de Justice League. Des youtubeurs et des influenceurs sont invités sur le tournage au moment de la seule scène de Gordon, donc sur le toit de Gotham City, où vous savez, il y a cette fameuse blague où tout le monde part et il n'y a que Flash qui reste sans dire ah, ils vous ont laissé, ça se fait vraiment pas, et Flash qui se barre. Et donc voilà, les youtubeurs et les influenceurs sont invités pour cette scène-là. Et on a la promesse des comptes rendus divers que oui, le film sera vraiment plus fun. À partir de cette scène-là, on se dit ah oui, ça sera plus fun. Et c'est là que je me dis vraiment, ils avaient déjà prévu que Whedon arriverait. Ils avaient déjà prévu de refaire un montage, ils avaient déjà prévu forcément quelque chose, parce que c'est pas possible qu'après avoir lu le scénario de Zack Snyder, après avoir vu les premiers shoots de Zack Snyder, où ça devait tourner beaucoup déjà sur le deuil de Superman, sur le monde en deuil, sur tout cet aspect-là, sur les Amazones qui se font trucider, tout cet aspect-là, c'est pas possible que John Berg et Geoff Johns se soient dit oui, le film sera plus fun et que ça passe. C'est pas possible, ils avaient déjà prévu, à mon avis, de mettre le coup d'épée dans le dos et que Whedon arrive.
Et donc, on arrive finalement à l'étape finale, la rupture. Warner Bros. Profite du drame familial subi par Zack Snyder, donc c'est sa fille Autumn qui se suicide lors de la post-production de Justice League. Je crois qu'avant qu'il fasse les reshoots qu'il avait lui-même prévus. Zack Snyder n'a plus la force de lutter contre Warner Bros. Et de finir le film. Après tout, il y avait beaucoup de thèmes de deuil, donc je pense que ça se comprend. Et Warner Bros. Et John Berg et John Jones en profitent pour placer Joss Whedon à la tête de Justice League. La suite, on la connaît, la version cinéma de Justice League qui est un film fade, pas mauvais, mais où il n'y a rien, vraiment rien à attirer. Steppenwolf est un ennemi ultra, enfin un vilain ultra fade. Et à la suite de ce film, Joss Whedon n'a pas d'avenir dans l'univers DC, il n'a d'ailleurs plus d'avenir du tout, je pense, à Hollywood. John Jones et John Berg sont dégagés pour faire place à Walter Hamada. Et la suite, on la connaît, une bataille de 3 ans pour la sortie de Snyder Cut, qui arrive au final, mais Warner reste campé sur ses positions, on ne veut plus du Snyderverse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous proposer comme vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu chronologique comme ça. Encore une fois, c'est ma chronologie personnelle, c'est les éléments qui me paraissent le plus importants, qui me paraissent personnellement les plus importants. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, mais c'est vraiment les points sur lesquels je voulais insister, notamment ce trailer numéro 2, qui à mon avis a vraiment fait toute la différence dans la perception à la fois du public et de Warner envers le film qui allait sortir. Et c'est ça qui a, à mon avis, été un peu le schisme qui a condamné le Snyderverse. En espérant qu'il ne soit pas condamné, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour un nouvel épisode sur DC. À bientôt.